Bonjour, mesdames et messieurs en ligne. Je suis Deo Gracias Rondolo, coordonnateur régional du programme de renforcement des capacités en évaluation d'impact dans l'espace de l'UEMOA. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous la perspective du programme WASI en ce qui concerne les systèmes nationaux d'évaluation. Et en tant que tel, ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre général du G-Local est un webinaire qui a lieu dans un contexte particulier pour la prise en compte des évidences dans des systèmes nationaux d'évaluation déjà en place, déjà bâtis. Je voudrais à l'entame avoir une pensée particulière pour la mort tragique de George Floyd il y a quelques jours et lui dédier cette présentation que je dédie également à tous ceux-là qui se battent pour la prise en compte des évidences dans les politiques, dans l'application des politiques, dans les décisions politiques, mais également les décisions de justice. À cet effet, je voudrais inviter tous les participants en ligne à une minute symbolique de réflexion sur comment est-ce que l'évidence pourrait être complètement ignorée quand bien même les systèmes nationaux d'évaluation seraient en place. Je vous remercie. Merci à tous. À présent, je voudrais revenir à l'objet principal de cet après-midi, qui est de partager avec vous les systèmes nationaux d'évaluation des pays de l'UEMOA, tels que le programme WASI les a documentés. Pour partager mon écran avec vous, voilà. Donc, ce webinaire a été préparé par l'équipe de WASI avec un soutien très actif de l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact. Et à l'entame, je voudrais d'abord vous présenter qui est-ce que nous sommes à 3 yeux au programme WASI, en disant que l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact est une organisation non gouvernementale internationale qui est composée de plusieurs membres qui travaillent avec les pays, la plupart des pays en voie de développement, pour la promotion de politiques et de programmes de développement qui sont fondés sur des données probantes. Et par données probantes, nous entendons les évidences issues de recherches scientifiques, issues de recherches parfois aussi empiriques, mais validées par des démarches méthodologiques bien rigoureuses. 3 yeux finance, produit et assure la qualité ainsi que la synthèse des données probantes rigoureuses qui vont vers l'efficacité du développement. L'organisation soutient les évaluations, les revues systématiques et examine ce qui fonctionne, ce qui marche bien en termes de politique de développement, en termes d'approche de développement, en termes de mécanismes de résolution de défis, de contraintes relevées dans nos communautés. Pour qui est-ce que ces différentes approches marchent? Pourquoi ça marche? Comment est-ce que ça marche? Et à quel coût? Dans la démarche du programme de l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact, il y a le programme WASI, le programme de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact dans l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'UEMOA, qui a été conçu. Et ce programme est le fruit d'un partenariat entre 3 yeux et le gouvernement du Bénin, couvre 8 pays de l'UEMOA que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le programme WASI a
comme objectif de renforcer les capacités pour produire et utiliser des évaluations d'impact rigoureuses dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des politiques publiques. Il a également pour objectif d'établir un mécanisme de financement régional des évaluations d'impact et enfin promouvoir et accroître le nombre d'évaluations d'impact dans les systèmes d'évaluation nationaux, bien sûr de l'UEMOA. Le programme WASSI est financé par la BOAD, la Banque Ouest Africaine pour le Développement, la Commission de l'UEMOA, la Fondation Hewlett essentiellement. Il faut indiquer aussi que les gouvernements, tels que le gouvernement du Bénin, l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact, y mettent également des ressources pour assurer le fonctionnement de ce programme. Dans la conduite du programme WASSI, nous avons travaillé à comprendre un peu comment est-ce que les systèmes nationaux d'évaluation sont constitués et fonctionnent dans les pays de l'UEMOA. Pour ce faire, il y a lieu d'abord de définir, partager ce que nous entendons par système national d'évaluation. Et un système national d'évaluation doit être perçu en termes de système d'approche. Donc, un ensemble d'approches intégrées qui tiennent compte à la fois de l'importance de la capacité à fournir une preuve solide, c'est-à-dire des évidences, sur le plan de l'offre, ainsi que de la capacité des individus, des institutions au sein du système concerné à utiliser l'information fournie, c'est-à-dire de la perspective de la demande. Et cette définition nous est prêtée par Ségoné, un de ses travaux de 2010. Et 4 piliers essentiels déterminent un système national d'évaluation. Nous avons la vision du leadership. Nous avons l'environnement propice. Nous avons ensuite les capacités techniques sur le plan de l'offre de suivi et de l'évaluation. Et nous avons enfin les capacités techniques sur le plan de la demande de suivi et de la demande d'évaluation. En tant que tel, vous percevez que nous distinguons ici 2 niveaux. Le premier, c'est la volonté politique. La volonté politique qui est portée donc par le leadership et l'environnement propice. Le deuxième niveau relève du rythme de développement de l'infrastructure de système de suivi et évaluation. Et par infrastructure de suivi et évaluation, nous entendons non seulement les plateformes, mais également les capacités techniques à animer ces plateformes-là. Si cela est relativement précis, il faut indiquer que dans le cadre de cette étude dont nous partageons avec vous les résultats, les axes d'analyse des systèmes nationaux d'évaluation sont les suivants. Nous avons l'ancrage institutionnel, la prise en charge de la fonction évaluative, les principaux types d'évaluation, la disponibilité des ressources, l'utilisation des résultats d'évaluation, ainsi que les forces, faiblesses, défis et actions prioritaires. C'est donc le long ou autour de ces 6 axes que nous avons constitué le travail qui a été fait. Et pour commencer, intéressons-nous un peu à l'ancrage institutionnel de l'évaluation dans les pays de l'UEMOA. Dans notre espace, nous avons les pays qui définissent ou dédient la fonction évaluative à une structure, une principale structure. Et par déconcentration ou décentralisation de ces structures, il y a les autres acteurs, les autres structures relais qui suivent, soit à partant du niveau national vers le niveau sectoriel, et puis l'on pourrait descendre
pour aller au niveau communal, si la commune s'applique, ou au niveau département, ainsi de suite. Au Bénin, par exemple, c'est le Bureau de l'évaluation des politiques publiques de l'analyse et de l'analyse de l'action gouvernementale qui porte la fonction évaluative au sens central, au niveau central. Et ce bureau est logé au secrétariat général de la présidence. Il faut signaler que les résultats que je présente ici sont des résultats de travaux que nous avons effectués en 2018 avec de très légères mises à jour, des allers-retours avec les approbations des acteurs dans les pays. Et donc, dans certains pays, le dispositif pourrait avoir relativement évolué. Mais on travaille pour s'assurer que, de façon périodique, nous mettons à jour le dispositif que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Après le Bénin, nous avons le Burkina, où la fonction est portée par la Direction générale de l'économie et de la planification, qui est logée au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt la direction du contrôle, du suivi et de l'évaluation, logée au ministère du plan et du développement, qui porte cette fonction. En Guinée-Bissau, c'est la direction générale du plan, qui est logée au ministère de l'économie et des finances. Au Mali, c'est la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, logée au ministère de l'économie et des finances. Au Niger, les dynamiques ne nous ont pas permis d'identifier clairement et sans ambiguïté la structure qui porte la fonction, mais l'ancrage institutionnel est bel et bien au niveau du ministère du Plan. Au Sénégal, nous avons la direction de la planification, direction générale de la planification et des politiques économiques, qui est logée au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Voilà donc l'ancrage institutionnel de la fonction de suivi et évaluation dans les différents pays de l'UEMOA. Intéressons-nous maintenant à comprendre comment la fonction d'évaluation est-elle prise en charge au niveau national dans chaque pays. Au niveau national dans chaque pays, il faut indiquer que au Bénin, par exemple, le système national d'évaluation est animé par le Bureau d'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale. Ce bureau assure la mise en œuvre de la politique nationale de l'évaluation. Mais il est secondé par un cadre institutionnel d'évaluation des politiques publiques et aussi il y travaille les cellules de suivi et évaluation qui sont au niveau des ministères. Mais il faut noter qu'au niveau décentralisé, il y a les services de la planification et de l'aménagement du territoire qui animent la fonction de suivi et d'évaluation. Au Burkina Faso, des travaux du programme WASSI, nous avons relevé que le système est animé au niveau sectoriel par les ministères à travers des cadres sectoriels de dialogue. Mais ils sont tous soutenus par un système statistique national d'évaluation où toutes les données nécessaires pour les prises de décision en termes de suivi ou en termes d'évaluation sont reversées. En Côte d'Ivoire, la direction du contrôle, du suivi et de l'évaluation assure la coordination nationale, la réalisation, la promotion des activités de suivi et d'évaluation des actions de développement. Il y a les collectivités locales aussi qui prennent en charge le suivi des projets qu'elles financent. Et ça, c'est au niveau décentralisé en Côte d'Ivoire. Enfin, nous avons en Côte d'Ivoire les projets de développement qui sont exécutés au niveau local, qui disposent en leur sein de responsables ou d'unités de suivi et évaluation. Quittant le Bénin, le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous avons la Guinée-Bissau, dont l'évaluation ou l'évaluation d'un projet ou d'un programme est assurée par l'institution en charge de la planification. Au Mali, ce qu'on observe est que les évaluations se font de façon éparse et pas toujours systématique. Les politiques publiques sont rarement évaluées, mais les projets et programmes font plutôt l'objet d'évaluations régulières. Et c'est là
l'une des nuances quand on est dans l'écosystème de l'évaluation où nous avons l'évaluation des projets, l'évaluation des programmes et l'évaluation des politiques qui devraient suivre. Mais parfois, l'évaluation ou la fonction évaluative se focalise sur les deux premiers points que je viens d'énumérer, les projets et programmes, sans nécessairement aller vers les politiques. Donc, c'est ce qu'on observe au Mali, en référence, bien sûr, aux données que nous avons collectées jusqu'en 2018 et qu'on a traitées pour produire les résultats qu'on présente ici. Au Niger, la fonction d'évaluation est prise en charge par plusieurs structures, dont, par exemple, la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale au cabinet du Premier ministre. Mais il y a également le dispositif de suivi et évaluation du plan de développement économique et social. Et ce dispositif est avec la cellule de suivi et d'évaluation qui est logée au ministère du Plan. Donc, nous avons au Niger 2 ministères qui portent la fonction évaluative, notamment le ministère du Plan et le cabinet du Premier ministre. En nous intéressant au Sénégal, puis au Togo, on constate qu'au Sénégal, la fonction évaluative est beaucoup plus axée sur l'évaluation ex ante, qui est prise en charge à la budgétisation par la direction de la programmation, ceci en étroite collaboration avec les ministères techniques. Donc, ce qui se passe au Sénégal en termes d'animation, c'est que nous avons la direction de la programmation qui gère ou anime la fonction, mais cela se fait en étroite collaboration avec les ministères qui mettent en œuvre les projets, les ministères techniques. Au Togo, la fonction d'évaluation est plutôt prise en charge par la mise en œuvre des différents outils de planification et de politique dont dispose le pays et l'implantation de directions et divisions de planification, de suivi et évaluation. Et le modèle togolais est un modèle relativement indépendant, en ce sens qu'au niveau des ministères, il y a les directions et divisions de planification de suivi. Ben, au niveau du ministère du Plan, la centralisation se fait. Intéressons-nous maintenant un peu aux principaux types d'évaluation qui sont réalisés dans l'espace UEMOA. Parce que parlant des systèmes d'évaluation, les types d'évaluation entrent aussi en ligne de compte pour la description du système, mais également son analyse. Et nous avons ici fait une typologie autour des évaluations ex ante, des évaluations à mi-parcours, des évaluations ex post, et de façon distincte, nous avons isolé l'évaluation d'impact compte tenu de ses caractéristiques. Donc, vous remarquerez ici, nous avons pris la dimension temporelle de l'évaluation, tout ce qui se fait avant les projets, tout ce qui se fait durant la mise en œuvre des projets et tout ce qui se fait après la mise en œuvre des projets ou après la mise en œuvre de composantes spécifiques des projets. Et l'évaluation d'impact qui a ses caractéristiques particulières, notamment en termes d'attribution, raison pour laquelle nous l'avons isolé. On remarque, par exemple, en termes d'évaluation ex ante, il s'agit d'une évaluation, d'un type d'évaluation qui est faite dans tous les pays de l'UEMOA de façon très fréquente. C'est l'une des évaluations ou des approches d'évaluation les plus courantes dans notre espace. Nos données nous ont indiqué que la Guinée et le Mali peuvent plutôt mieux faire en ce qui concerne ce type d'évaluation. En ce qui concerne les évaluations à mi-parcours, elles le sont encore plus que les évaluations ex ante, en ce sens que tous les pays de l'espace font des évaluations à mi-parcours. Et au Sénégal, il y a des améliorations qui sont encore possibles par rapport à ça. Je souffle encore une fois que lorsque nous indiquons, par exemple, ici, c'est parce que nous avons collecté les évidences dont nous disposons ne nous permettent pas de dire autrement. Toutefois, nous sommes sûrs qu'avec la dynamique temporelle, c'est sûr il peut y avoir des évolutions qui se seraient manifestées dans le temps. Parlant des évaluations ex post, les évaluations ex post sont fréquentes, mais pas toujours. Dans certains pays, nous n'en avons pas beaucoup vu.
Et il y a les évaluations finales qui peuvent être là, mais les évaluations fréquentes, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, il y a quelques pays qui en ont vraiment l'expérience. Et la quatrième catégorie que nous avons considérée ici, c'est les évaluations d'impact, qui sont plutôt des évaluations rares dans nos pays, dans les pays de l'UEMOA. Et si nous en avons trouvé quelques-unes, elles sont essentiellement initiées, financées, portées par les partenaires au développement, les institutions bilatérales ou multilatérales, et non pas nécessairement inscrits dans les systèmes nationaux d'évaluation. Alors, regardons un peu maintenant quelles sont les ressources qui sont accordées par les États à l'évaluation dans nos pays, notamment les ressources humaines, les ressources financières. Il faut indiquer que les ressources humaines sont composées généralement des fonctionnaires de l'État dans tous nos pays. Ce qui concerne les ressources financières, elles proviennent des budgets alloués aux structures en charge de l'évaluation. Les ressources humaines et financières sont plutôt jugées insuffisantes dans tous les pays à partir des données que nous avons collectées. Et ces pays bénéficient également, dans les proportions diverses, d'un appui important qui provient des partenaires techniques et financiers, notamment la coopération bilatérale et multilatérale pour le financement des activités d'évaluation. C'est en ça, par exemple, que bien que dans un pays, la part du budget alloué à l'évaluation soit maigre, avec l'appui d'institutions telles que la Banque mondiale, le PAM, le FIDA et autres, il peut y avoir beaucoup de ressources ou des ressources disponibles pour l'évaluation, mais ces ressources ne reflètent pas nécessairement la réalité, le cliché du système national d'évaluation. En conclusion, sur cet aspect de ressources humaines et financières, nous disons que les ressources humaines existent, mais pas toujours avec les compétences nécessaires pour certains types d'évaluation, notamment les évaluations d'impact. Ailleurs, pour ce qui concerne les ressources financières, elles sont plutôt maigres et insuffisantes pour bien assumer la fonction de suivi et évaluation. Nous nous sommes intéressés à la dynamique de l'utilisation des résultats d'évaluation dans l'espace UEMOA. Et il en ressort qu'il y a une faible utilisation des résultats d'évaluation. Généralement, pour décider dans nos pays, nos données nous suggèrent ou nous indiquent que c'est plutôt une fois, nous saisissons les opportunités qui s'offrent à nous et pas nécessairement retourner aux évidences, demander la synthèse de ces évidences pour que ça soit porté aux politiques qui soit en font la demande ou bien saisissent l'opportunité de les utiliser. Il y a donc une faible dynamique d'utilisation des résultats d'évaluation. Et c'est un défi à relever dans tous les pays de l'UEMOA. Par ailleurs, nous avons une absence de mécanisme rigoureux de suivi de l'utilisation des résultats d'évaluation dans nos pays. Il y a au Bénin un début d'expérience avec une plateforme qui se développe pour voir la prise en compte des recommandations des études d'évaluation initiées par le gouvernement. Cette plateforme, on l'espère, pourra s'enrichir, mais également pourra aider à changer un peu les habitudes d'utilisation des résultats, mais également les habitudes de tracking de l'utilisation des résultats d'évaluation dans nos pays. L'expérience du Bénin que nous partageons ici, nous avons par exemple 2 missions de suivi de l'utilisation des résultats d'évaluation. La première est 2016, en 2018. On espère que ça va non seulement continuer, mais également être plus fréquent et que ça pourrait être répliqué dans les autres pays de l'UEMOA. Nous avons le taux de mise en œuvre des recommandations, des évaluations, qui est actuellement de l'ordre de 70% selon l'approche utilisée. Et si
nous devons vraiment continuer par travailler pour l'utilisation des résultats d'évaluation. Il est évident qu'il nous faut aller bien au-delà de 70%. La mise en œuvre des dites recommandations a permis, par exemple, la révision et la formulation de nouvelles politiques ainsi que la création de cadres institutionnels dans plusieurs ministères au Bénin. Et nous espérons que dans la prochaine révision de la description des systèmes nationaux dans les pays de l'UEMOA, nous pourrons mentionner les exemples d'autres pays en matière d'utilisation des résultats d'évaluation. Si tout ceci présente un peu le panorama de ce qui se passe dans nos pays, il y a lieu quand même de s'intéresser aux forces, faiblesses, défis et les actions prioritaires qui sont nécessaires au niveau des systèmes nationaux d'évaluation. Et c'est ce que je m'en vais vous présenter maintenant par pays. Je ne vais pas parcourir tous les détails contenus dans la synthèse qu'on a faite. Le matériel sera disponible en ligne pour parcourir les moindres détails. Mais en gras, j'indique ou je précise simplement qu'au Bénin, la principale force que nous avons relevée, c'est l'existence d'un leadership politique en faveur de l'évaluation. Mais l'une des faiblesses aussi qu'on observe, c'est l'expertise locale de qualité qui est faible, mais aussi en nombre. Il y a un nombre limité de très bonne expertise au niveau local et on comprend que si on doit véritablement inverser les tendances, il faudrait travailler à renforcer les capacités et à accroître leur nombre pour que la masse critique soit atteinte. Le principal défi que nous relevons ici, c'est l'utilisation plus accrue des résultats d'évaluation. Parce que pendant qu'on travaille en amont sur la production des évaluations, des recommandations d'évaluation, il y a lieu de s'assurer que la chaîne causale aille jusqu'au bout, en ce sens qu'on prenne en compte les résultats d'évaluation, qu'on les utilise dans la formulation des politiques, dans la mise en œuvre des projets. Et en termes d'action prioritaire au Bénin, nous avons par exemple la mise en place d'un système de suivi de l'utilisation des résultats d'évaluation, qui est une activité majeure sur laquelle au Bénin, les acteurs, les parties prenantes du système national d'évaluation travaillent. Regardons au Burkina ce qui se passe. Au Burkina, parlant de forces et faiblesses, nous avons eu un peu de difficultés avec les données qui ne nous sont pas encore toutes parvenues. Néanmoins, le défi majeur qu'on relève, c'est la stabilisation institutionnelle du cadre de suivi et d'évaluation dans ce pays. Si nous pouvons travailler au Burkina Faso à renforcer le cadre institutionnel de suivi et d'évaluation et à le stabiliser, je pense que nous aurons tout doucement travaillé ou ainsi contribué à la solidification du système national d'évaluation. Et comme action prioritaire identifiée, c'est la mise en œuvre des recommandations issues des rapports d'évaluation à travers automatiquement un rapport en Conseil des ministres ou l'introduction d'un rapport en Conseil des ministres afin que le leadership politique accompagne la fonction et la mise en œuvre des recommandations issues de ces études-là. En Côte d'Ivoire, il existe aujourd'hui un leadership politique en faveur des activités de suivi et d'évaluation, ce qui est une grande force pour le système national de l'évaluation de ce pays. Par contre, en termes de faiblesse, c'est l'insuffisance des capacités humaines, matérielles et financières, un peu comme cela se passe dans tous les pays. Le principal défi que la Côte d'Ivoire est en train de relever, c'est la mise en place d'un cadre légal et réglementaire pour la fonction évaluative. Et l'une des actions prioritaires que nous avons recueillies en Côte d'Ivoire, c'est l'élaboration et la diffusion des manuels ou guides méthodologiques pour le suivi et l'évaluation des actions de développement. En Guinée-Bissau, la force relevée, c'est l'existence de cellules de suivi et évaluation. Ces cellules-là, pour qu'elles existent, mais pour qu'elles soient fortes, il faudrait corriger l'une des faiblesses qui est l'utilisation des données probantes dans la formulation des politiques publiques. Donc, en matière de principal défi, la Guinée travaille à la mise en place et au respect des exigences techniques des évaluations et aussi de la législation qui régit le système. L'action prioritaire notée en Guinée-Bissau,
c'est l'élaboration de la loi sur l'évaluation des politiques publiques qui, on l'espère, dans les mois à venir, deviendra une réalité. Au Mali, la principale force du système, c'est l'existence d'un système d'évaluation qui repose sur les revues et le suivi externe orienté vers les résultats. L'une des faiblesses ou la principale faiblesse, c'est les limites du système de monitoring externe national qui est orienté vers les résultats. Le principal défi indiqué ici, c'est la mise en place d'un cadre méthodologique et de données statistiques adéquats. Enfin, l'action prioritaire au Mali, c'est l'élaboration et l'adoption de tests législatifs et réglementaires permettant l'évaluation de politiques publiques. La question de la législation sur les politiques publiques est une question majeure dans la plupart de nos pays et je crois qu'il y a lieu qu'on y travaille pour renforcer les systèmes nationaux d'évaluation. Alors, au Niger, la principale force, c'est l'existence d'une société civile et de réseaux professionnels très actifs en matière de suivi et évaluation. Si ma mémoire est bonne, le Niger est le tout premier pays de l'espace UEMOA à avoir mis en place une association nationale de suivi et évaluation très active qui a su influencer un certain nombre d'agendas. Et par contre, malgré cela, le système affiche toujours des faiblesses, dont l'insuffisance de coordination entre les structures des ministères. Dans ce pays, nous remarquons que des efforts se font au niveau de chaque ministère, au niveau, disons, de chaque structure, mais il y a une absence de coordination. Une forte coordination reste. Et l'un des défis que le Niger affiche, c'est l'adoption de la politique nationale de l'élaboration, de l'évaluation, qui a été élaborée depuis 2010. Mais 10 ans après, l'adoption de cette politique continue par être un défi. L'une des actions prioritaires, c'est le plaidoyer pour une rapide adoption de la politique nationale de l'évaluation. Parce que nous savons combien de fois l'existence d'une politique nationale d'évaluation aide à faire décoller davantage le système national de suivi et évaluation. Au Sénégal, nous avons comme principale force l'existence d'un décret qui porte création d'un cadre harmonisé de suivi et évaluation des politiques publiques. L'une des faiblesses du système, c'est l'absence de coordination des différents systèmes et services en charge de l'évaluation. Et un défi majeur, c'est l'adoption d'une politique nationale de l'évaluation. Vous auriez remarqué que cet aspect politique, cet aspect de portage, je dirais, institutionnel au plus haut niveau, continue par être un défi dans nos pays. L'action prioritaire recensée ici pour le Sénégal, c'est le renforcement des capacités des acteurs en fonction des types d'évaluation auxquels elles s'intéressent. Pour finir, en regardant le Togo, la principale force du système dans ce pays est l'existence d'un guide de suivi et évaluation sectoriel. Mais l'absence de leadership politique constitue une faiblesse principale qu'il faudrait travailler à améliorer. Et j'indique que le Togo avait, il y a quelques années, autour des années 2013-2014, il y a eu un très fort portage politique, un leadership politique bien annoncé, avec notamment le ministère de l'Évaluation qui a été créé. Mais après, ce ministère a disparu et le leadership politique n'a pas nécessairement suivi. Mais pour peu que ça s'est passé une fois, je crois que les efforts d'accompagnement pourront certainement porter de bons fruits au niveau du Togo. Le principal défi que nous relevons ici, c'est l'institutionnalisation systématique des dispositifs de planification, de suivi et d'évaluation du pays. Et comme action prioritaire, il y a lieu de créer d'autres cellules d'évaluation d'impact dans différentes institutions d'État. Parce que l'angle ou le type
d'évaluation, qualifié d'évaluation d'impact, est suffisamment absent. Voilà un peu présenté les forces, faiblesses, défis et actions prioritaires que nous avons notées dans les systèmes nationaux d'évaluation des 8 pays de l'UEMOA. Et la question qui suit est certainement de savoir quelles sont les perspectives qui sont envisagées par le programme WASI pour accompagner les systèmes nationaux d'évaluation. À ce propos, je dirais que le programme WASI actuellement accompagne les pays dans une forme d'intégration régionale autour de la fonction évaluative. Et à ce propos, avec l'appui de la Commission de l'UEMOA et de la Banque ouest-africaine pour le développement, ainsi que d'une manière indirecte de la Banque centrale, nous travaillons à l'élaboration d'une directive régionale sur l'évaluation des politiques publiques en vue de la convergence des systèmes nationaux des pays membres de l'UEMOA. Cela, si au programme WASI, nous travaillons sur ce axe, c'est parce qu'il s'agit de mettre en œuvre l'une des recommandations majeures de la première conférence de l'espace de l'UEMOA sur l'évaluation d'impact qui a été tenue ici à Cotonou. L'autre perspective pour la région, c'est la mise en place d'un fonds régional pour l'évaluation des politiques publiques, qui est également une recommandation de la conférence sur l'évaluation d'impact. Et il faut avouer que la mise en place d'un fonds est plutôt un exercice délicat, de longue haleine, mais l'on y travaille pour qu'à défaut, si on ne peut pas avoir un tel fonds au niveau régional, tout au moins au sein de chaque pays, il puisse avoir des ressources conséquentes qui accompagnent la fonction de suivi et d'évaluation. Enfin, actuellement, au niveau du programme WASI, on travaille activement à la mise en place d'un help desk qui est un peu comme, je dirais, un cadre d'appui à la mise à disposition des résultats de recherche issus d'évaluation, de revues systématiques et de cartographie d'évidence. Si ça paraît trop complexe, le travail qu'on veut faire est tout simple. Au niveau du programme WASI, si nous recevons un appel d'un politique, d'un gestionnaire de projet, d'un responsable de suivi et évaluation de l'un des pays qui nous indique, par exemple, qu'il veut comprendre comment est-ce que les cantines scolaires peuvent impacter les résultats scolaires des élèves. Au niveau du programme WASI, nous prenons cette question et on essaye, en fouillant dans la littérature, de répondre à cet acteur politique. Si, par exemple, au Burkina Faso, les acteurs en charge de la diffusion des technologies agricoles voudraient savoir quel est l'impact différentiel du conseil agricole sur le genre. Est-ce que les conseils agricoles mis en œuvre ont un impact différent sur les femmes par rapport aux hommes? La réponse cachée dans les évidences scientifiques, nous, au programme WASI, nous allons produire cette synthèse très opérationnelle de quelques pages qu'on met à la disposition du politique, du gestionnaire de projet pour l'aider à mieux faire son travail. C'est ainsi ce que l'une des grandes activités, l'une des grosses perspectives qu'on est en train de mettre en œuvre à travers le Help Desk. Et là, les activités ont même démarré au niveau du Help Desk parce que nous avons deux questions auxquelles nous sommes en train de répondre à l'instant. C'est sur ces mots d'espoir et de grande motivation que je vais donc mettre un terme à la présentation de ce jour qui a porté sur les systèmes nationaux d'évaluation dans les pays de l'UEMOA, vu de la perspective du programme WASI. Je vous remercie. Bien. À présent, je vais rappeler que nous allons prendre les questions. Je vais essayer de répondre aux questions posées par les différents participants qui sont en ligne, que je remercie pour votre participation et les questions formulées.
je lis ici, qu'est-ce qui justifie l'inexistence des évaluations d'impact au Bénin en particulier? Oui, la question des évaluations d'impact est une question qui s'applique au Bénin, mais qui s'applique également à tous les pays de l'UEMOA. Et quand on se demande pourquoi, les travaux que nous avons effectués en 2018 nous ont révélé que les évaluations d'impact ont une caractéristique technique majeure qui est relative à la question de l'attribution de l'impact. Comment est-ce qu'on réussit à attribuer l'impact à un projet qui est mis en œuvre ou à une composante d'un projet? C'est un aspect suffisamment technique qui ne facilite pas je dirais, la mise en œuvre de ces évaluations si l'on n'a pas vu ses propres compétences renforcées. La conclusion est qu'au Bénin, les ressources humaines qualifiées pour faire des évaluations d'impact que nous avons ne sont pas nécessairement suffisantes. Les autres ressources humaines qui sont dans le suivi-évaluation ont de la motivation, mais il y a l'accompagnement, le renforcement des capacités qui n'est pas là. Et puisque les évaluations d'impact doivent être initiées en amont des projets, lorsque les politiques démarrent la mise en œuvre des projets, il est aussi difficile de faire la requête de ces évaluations d'impact dans un environnement où les compétences sont limitées. Et c'est ce que vient rectifier le programme WASSI, qui aujourd'hui est en partenariat avec d'autres acteurs, d'autres institutions, notamment le African School of Economics, notamment ID Insight, JPAL, IPA, le SIGA, qui sont autant d'acteurs qui interviennent maintenant dans notre région pour aider à améliorer l'environnement technique, mais également les capacités des institutions à faire des demandes d'évaluation d'impact. Alors, la deuxième question que j'ai ici, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie la quasi-inexistence des évaluations d'impact. Je crois que ça rejoint la première question. Et notre défi au programme WASSI, notamment à 3IE, c'est de travailler à, je dirais, améliorer, corriger ce défaut. Nous ciblons actuellement 4 types d'acteurs pour y parvenir. Le premier type d'acteurs, c'est les politiques, les décideurs au haut niveau. Le deuxième type d'acteurs, c'est ceux-là qui financent les études, les évaluations d'impact. Le troisième type d'acteurs, c'est ceux qui produisent les évaluations d'impact, les universités, les cabinets. Le quatrième et dernier type d'acteurs, c'est ceux qui utilisent les résultats d'évaluation d'impact ou bien d'évaluation au sens large. Donc, en direction des politiques, des hauts fonctionnaires, nous organisons des ateliers de renforcement de leurs capacités pour qu'ils sachent la différence qui existe entre l'évaluation d'impact et les autres formes d'évaluation, afin qu'ils autorisent, qu'ils allouent les ressources en son temps. Le deuxième type d'acteurs qui finance, à ce niveau, c'est l'État, c'est souvent au niveau des ministères, nous travaillons avec eux, mais on travaille également avec d'autres partenaires, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, pour qu'ils puissent appuyer, nous accompagner dans le financement des études d'évaluation d'impact. En ce qui concerne les techniciens de l'évaluation d'impact, nous ciblons notamment les responsables au niveau universitaire. Nous avons un début de collaboration avec quelques universités de la sous-région. Nous ciblons les consultants de haut niveau qui s'intéressent à l'évaluation d'impact. Nous ciblons également les cadres techniques des ministères pour renforcer leurs capacités. Et à leur niveau, c'est beaucoup plus la mise en œuvre, la conduite, la conception des études d'évaluation d'impact. Pour finir, les utilisateurs d'évaluation d'impact, ce qu'on fait avec eux, c'est comment est-ce que nous diffusons les résultats dans des formats absorbables, dans des formats qui puissent aisément comprendre le message transmis. Donc, c'est ce qui se fait. Et quelqu'un demande si le matériel sera partagé. Oui, le matériel sera disponible en ligne. Il m'est difficile tout de suite de vous promettre qu'il sera envoyé dans les emails de chacun. On peut faire cet effort. Parfois, il y a de petites erreurs dans les emails.
si c'est pas, si vous n'arrivez pas à obtenir le matériel dans vos boîtes email, ce sera en ligne sur le site de 3IE, sur le site du programme Voici. Alors, quelques autres questions. Oui, quelqu'un nous dit ici, Valicia Sauvin nous dit, je pense que la rareté des évaluations d'impact dans les pays de l'UEMOA ou autres est pour deux raisons. Le coût élevé de l'opération et aussi la périodicité. Il faut que le temps d'un programme, pour un programme, une politique, pour donner, il faut beaucoup de temps pour un programme politique pour donner ses fruits. Oui, Madame Vénétia, je partage avec vous les deux aspects que vous avez relevés, la notion de coût. Vous savez, quand on dit un coût élevé, c'est une notion relative. C'est une notion relative en ce sens que si les politiques perçoivent le bien fondé des évaluations d'impact, le coût deviendra plutôt abordable. Mais si le bien fondé n'est pas perçu, on va toujours percevoir les évaluations d'impact comme chères. Mais bien des fois, le fait de ne pas faire des évaluations d'impact par rapport à certains projets nous coûte beaucoup plus cher que le fait d'en faire. Il y a donc lieu de nuancer un peu par rapport à cette question de coût. J'ai souvent entendu cet argument que je partage, mais dans des contextes bien spécifiques. Pour ce qui concerne la durée, oui, la durée est un défi, mais aujourd'hui, il y a les évaluations d'impact rapides. Les méthodologies progressent énormément et je peux déjà souffler que au niveau du programme Twende Mbele mis en œuvre au Bénin, avec le Bénin, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, je pense que le Ghana aussi y est maintenant, les évaluations rapides sont en train d'être promues, la méthodologie est en train d'être promue, afin qu'on puisse adresser le défi relevé par la participante Vénétia, qui est tout fondé, qui est bien fondé. L'autre question que j'ai ici vient de M. Thierry Oussa, qui demande, pourriez-vous évoquer la qualité des évaluations réalisées dans ces pays, j'imagine les pays de l'UEMOA, et que faire pour améliorer la qualité des évaluations, car l'utilité des résultats de l'évaluation dépend de la qualité. Oui, la question de la qualité est une question fondamentale et c'est pourquoi nous avons besoin de professionnels de l'évaluation. Des gens qui sont formés aux techniques d'évaluation, qui ont des capacités réelles à non seulement, je dirais, concevoir les questions d'évaluation de manière appropriée, les questions pertinentes pour les politiques dans un contexte régional, prendre des décisions idoines sur les dispositifs, expérimentaux ou non expérimentaux, accompagner la détermination des tailles d'échantillons requises, participer à l'élaboration des théories de changement. Ce sont là autant d'aspects qui déterminent la qualité. Et je dois avouer que la professionnalisation de l'évaluation, de la fonction évaluative, est un défi dans nos pays. Le programme WASI travaille actuellement à ce que les pools de compétences commencent par vraiment se serrer, c'est-à-dire les clusters se créent. D'autre part, il y a des fondations comme Hewlett, par exemple, qui accompagnent les associations nationales de suivi et évaluation. Nous avons la FREA, l'African Evaluation Association. Nous avons la Fédération internationale. Autant de groupes qui se créent aujourd'hui pour aider à un renforcement de capacités systématiques, une connaissance posée et bien en place des notions de l'évaluation, les concepts et autres. Et on espère tout doucement que la chose va s'harmoniser. Au Bénin, je sais qu'il y a l'École nationale de l'administration de la magistrature qui a désormais un master en évaluation des politiques publiques. C'est le début déjà de la professionnalisation de l'évaluation. Et on a besoin d'aller là afin d'éviter que la qualité des évaluations passe un peu à côté. L'autre chose qu'on fait au niveau du programme WASI pour accompagner la qualité, c'est que nous offrons la possibilité aux différentes parties prenantes de nous soumettre leur rapport d'évaluation, notamment les évaluations d'impact, pour qu'on puisse
contribuer à la revue qualité. Nous offrons ce service. Il suffit de nous écrire pour qu'on puisse accompagner les pays. Bien sûr, en fonction de la disponibilité des ressources humaines, mais c'est un travail que nous offrons et que nous pouvons continuer à faire. Alors, il y a quelques autres questions qui continuent à venir. Monsieur Youssouf Daouda a voulu savoir comment remédier à la faible utilisation des résultats des évaluations dans nos pays. Le portage politique. Nous devons travailler, continuer par, je dirais, mettre l'accent, sensibiliser les acteurs politiques sur la nécessité d'utiliser des résultats de recherche, des évidences issues d'évaluation dans la prise en compte ou la formulation des politiques, dans la mise en œuvre des politiques. Sans ça, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Nous pouvons former beaucoup de techniciens, mais si l'environnement ne leur est pas favorable, ils ne peuvent pas l'exercer. Raison pour laquelle la démarche du programme WASSI qui vise à travailler vraiment au premier plan avec les hauts fonctionnaires qui prennent les décisions, nous pensons que c'est une stratégie qui va aider à améliorer l'utilisation des résultats des évaluations. L'autre chose, c'est la société civile qui, dans son approche, dans sa demande de reddition des comptes, devrait continuer par baser ses appréciations sur les évidences et non les opinions. Le dernier élément ou le dernier aspect qui peut contribuer toujours à cette question d'amélioration de l'utilisation des résultats des évaluations, c'est la législation. C'est la législation et je crois que dans un certain nombre de pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, il y a des efforts qui se font actuellement pour qu'il y ait une législation qui accompagne non seulement la conduite des évaluations, mais également la mise en œuvre des recommandations d'évaluation. Au Mexique, je crois que Coneval fait un travail formidable là-bas, certes perfectible, mais un travail qui est quand même en cours. Et il y a M. Bonaventure qui a demandé, y a-t-il une opportunité d'harmoniser les programmes d'évaluation dans la zone? Oui, l'on peut améliorer les programmes d'évaluation au niveau, je dirais, académique. Au niveau des formations continues, si les institutions qui travaillent sur cet aspect réussissent à converger, à se retrouver pour travailler ensemble, les programmes seront tout doucement harmonisés. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du programme WASSI et du Centre CLIA de l'Afrique francophone. Le Centre CLIA de l'Afrique francophone renforce les capacités en évaluation au sens large, mais aussi en évaluation d'impact. Le programme WASSI travaille beaucoup sur les aspects de renforcement de capacité en évaluation d'impact. Tout récemment, nos deux institutions se sont retrouvées, ont signé un mémorandum pour faire un partenariat et ensemble, désormais, nous essayons de fournir ce service de renforcement des capacités. On a pu harmoniser ce que fait le Centre CLIA Afrique francophone, ce que nous on faisait à WASSI, et on a désormais un programme très stable qui aide à ce que les gens qu'on forme n'aient pas des appréciations différentes de la définition des concepts, par exemple. Le deuxième exemple que je donne, c'est l'exemple du programme Prime, qui est un programme mis en œuvre par le FIDA sur financement, par le Centre CLIA plutôt, le Centre CLIA sur financement du FIDA. Et là également, tous les pays dans lesquels le FIDA intervient, leurs responsables de suivi et évaluation, les coordonnateurs de projet sont régulièrement regroupés dans certains pays pour qu'ils voient leur capacité renforcée, ils aient une compréhension partagée et cela se fait grâce à une harmonisation des contenus, des programmes d'évaluation.
sachant que nous n'avons plus beaucoup de temps, c'est un sujet fort de grand intérêt. Je comprends beaucoup de questions ici. Je vais, à tout hasard, essayer de parcourir. On a une dizaine de minutes qui nous restent. Est-ce que la non-utilisation des études d'évaluation n'est pas relève de l'ignorance ou plutôt d'une volonté délibérée? N'est-ce pas un handicap? Je crois que ça relève beaucoup plus d'une connaissance relativement limitée de ce que les politiques peuvent gagner, de ce que les parties prenantes qui interviennent dans les différentes formulations de projets et autres peuvent gagner. Il nous revient de travailler à ce qu'ils sachent ce que c'est. Il nous revient de les accompagner dans l'utilisation de la prise en compte des résultats d'évaluation, mais aussi en initiant des évaluations, en y mettant des ressources. Monsieur Afaf Hakam, s'il vous plaît, quel rôle peut jouer le Parlement dans le renforcement du processus de la dynamique? Les parlements peuvent être très utiles, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la législation. S'ils légifèrent, ce serait un grand début d'amélioration. Et je crois que nous devons aller dans cette direction en continuant par travailler avec eux aussi. Et c'est ce que le programme Twende Mbele fait, par exemple. Il est démontré que par des faits et certaines études que nos dirigeants ne suivent pas du tout très souvent les directives des chercheurs. Que faire? Oui, ça c'est une question fondamentale dans ce que nous appelons la recherche-développement, n'est-ce pas? C'est-à-dire on fait de la recherche, mais on ne voit pas les politiques toujours utiliser les résultats de recherche. Et le professeur Mongbo Rock de l'université d'Abomey Calavi disait tout récemment une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit que les politiques, les chercheurs se plaignent des politiques qui n'utilisent pas leurs travaux, les résultats de leurs travaux. Et les politiques, en revanche, se plaignent de la naïveté des chercheurs. Parce que la décision politique, telle que vue par les chercheurs, est un processus relativement simple. Il faut baser ça sur les évidences. Mais de la perspective des politiques, c'est une fonction dont les évidences constituent une seule variable. Il y a beaucoup d'autres variables. Il y a donc simplement lieu de travailler à ce que les politiques perçoivent le poids des évidences dans la réussite de leur propre programme de société. Parce que quand on a les évidences, évidemment, on réussit à réduire les coûts ou utiliser les ressources de façon optimale. On réussit à impacter plus positivement la population. On réussit à telle chose que l'on gagne, même en tant que politique. Et c'est pour cette raison que politique et recherche ne doivent pas être des ennemis, mais beaucoup plus des acteurs qui se complètent. Et il y a au Bénin le programme, je crois que c'est l'ONG ACED, à travers, ils ont un programme de mise en relation des acteurs de la recherche, des politiques. Et c'est un travail qui a commencé tout doucement et je pense que c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin, sa tache d'huile, et on devrait s'en inspirer également. Il y a une autre question que j'ai ici. Quelle place faites-vous de l'évaluation, de l'analyse coût-efficace dans l'évaluation? Place majeure. Place majeure, parce qu'une chose est d'avoir l'impact et l'autre chose, c'est d'avoir le caractère efficient. Et dans tous les travaux que 3IE fait, que le programme WASI fait, nous insistons beaucoup sur l'analyse coût-efficacité dans le contexte des évaluations et plus précisément des évaluations d'impact. Je ne crois pas vous avoir entendu parler du rôle des instituts supérieurs de contrôle qui ont fait parfois des missions d'évaluation qui se sont ajoutées à leur mission initiale par rapport aux directions des ministères centraux. Votre projet a-t-il mis en avant les défis de la coordination requise dans ce contexte? Oui, la coordination, nous l'avons évoqué, je pense, spécifiquement dans certains pays, on a un défi de coordination. Et le programme WASI, tel qu'il est conçu actuellement, cible les grands acteurs, mais nous n'avons pas encore, je dirais, d'action fondamentalement orientée vers
la définition de qui doit participer à la coordination. Et c'est là un espace d'amélioration, certes, pour le programme WASSI, mais également pour d'autres acteurs qui interviennent dans l'écosystème de l'évaluation de notre espace. Alors, encore deux, trois questions. Quel impact du politique, c'est-à-dire l'homme politique, j'imagine, sur l'application des recommandations, vu que rien ne peut se faire sans la politique ou le politique, qui malheureusement reste dirigé par les non-avertis. Oui, c'est une question dont on a discuté. Il faut avertir les politiques s'ils sont non avertis. Et c'est pour cette raison que nous devons, je crois, continuer le travail que nous faisons, inviter aussi les universitaires, les chercheurs à utiliser un langage, des canaux de communication, du matériel beaucoup plus adapté aux capacités de nos politiques. Les politiques ne sont pas tous des statisticiens, ni des économètres. Ils ne sont pas tous des spécialistes de la théorie de changement. Adoptons un langage accessible qui leur permettrait de nous comprendre, d'allouer des ressources à nos activités de recherche et également d'utiliser les recommandations que nous soumettons à leur attention. Il y a plusieurs écoles de formation statistique suivi évaluation économie au niveau des universités. Comment peut-on expliquer l'absence de ressources humaines compétentes pour l'évaluation? N'est-ce pas plutôt lié à l'absence de financement et aussi la non-utilisation des résultats des évaluations d'impact? Oui, en fait, le défi que nous avons est que jusqu'à une date récente, en 2016, je crois, si ma mémoire est bonne, nous étions à la conférence de l'AFREA en Ouganda. Et on n'a pas pu dénoter dans l'espace de l'UMOA une école, un institut, une université qui a un programme dédié spécifiquement à sortir des gens qui ont un master en évaluation ou un master en suivi et évaluation des politiques. C'est actuellement que ça se fait. Donc, la perception que vous avez, c'est la perception que nous avions tous jusqu'à une date récente. On pense que les universitaires forment des capacités en suivi et évaluation. Mais les universités forment plutôt des capacités en économie. Un statisticien n'est pas nécessairement un bon cadre de suivi et évaluation parce que ça appelle plus de compétences, ça appelle la compréhension des politiques, ça appelle la gestion des projets, ça appelle la gestion des enquêtes, des collectes de données, ce qui n'est pas systématiquement conduit dans les universités. Donc, le caractère dédié est ce à quoi nous travaillons actuellement. Les premiers résultats s'observent. Il y a IPA qui accompagne, mais qui n'est pas un centre universitaire. Mais il y a, je pense, au Nigeria, une université qui maintenant développe un programme dans ce sens. Nous avons au Bénin ici le cas de African School of Economics qui développe un programme, un certificat en évaluation d'impact des politiques publiques spécifiques. Et ce sont autant de choses qui se font. Et la question du financement viendra, parce que ça reste demain une question relative. Dès que les politiques se décident, les choses bougent. Et la masse critique doit être atteinte et être prête pour techniquement aborder les changements institutionnels nécessaires. Alors, pour le cas spécifique du Bénin, quelles sont les interventions du bureau d'évaluation au niveau décentralisé? Par exemple, l'appui à la mise en œuvre des plans de suivi et d'évaluation dans les communes. Bel exemple. Oui, il faut un appui dans ce sens. Et au Bénin, le cadre institutionnel de l'évaluation le cadre institutionnel de l'évaluation est l'un des environnements dans lesquels les responsables au niveau local reçoivent l'appui nécessaire et peuvent aussi exprimer leurs besoins. Le Help Desk que le programme WASSI développe actuellement a spécifiquement une orientation vers les communes, par exemple, au Bénin. Et donc, je crois que les efforts doivent continuer. La mobilisation des ressources doit continuer par se faire pour que nous puissions apporter l'appui nécessaire au niveau décentralisé. Monsieur Moti indique ici la mise en place de Helpdesk est une très bonne initiative et serait d'une grande utilité
utilité dans les prises de décision. Cependant, cela suppose la disponibilité des données de différents secteurs dans différents pays. Et semble-t-il que dans les pays qui ne disposent pas vraiment de base de données, comment est-ce que le programme WASSI va opérer? Très bien. Nous avons la chance d'avoir des pays qui se ressemblent, surtout dans l'UEMOA. On a les mêmes problèmes, mais on a aussi les mêmes avantages. C'est au niveau, disons, politique que nous n'avons pas nécessairement le même cadre politique. Sinon, en termes de défis de développement, de structuration de notre marche vers le développement, on a pratiquement les mêmes réalités. Conclusion, si des données sont disponibles dans un pays ou dans des pays voisins, on peut toujours les utiliser pour ce pays. Mais si ce n'est pas le cas, ce que nous faisons au niveau du programme WASSI, c'est que nous avons un petit outil qu'on a développé avec l'appui de 3IE, qui est la cartographie des évidences. Donc, quand on fait la cartographie des évidences, on réussit à savoir dans quel secteur il n'y a pas d'évidence. Et une fois qu'on connaît ces secteurs, les recherches de financement sont mises en place pour produire des évidences dans ces secteurs spécifiques. Et je vais vous inviter, pour ceux qui sont intéressés, qui ne le savent pas encore, à jeter un coup d'œil sur le site de 3IE en tapant Evidence and Gap Map. Ça fait EGM en majuscule. Vous verrez un peu les travaux que nous faisons dans ce sens. Le temps n'étant pas en notre faveur, je ne pourrais pas élaborer davantage sur cet aspect. Et je prends maintenant les trois dernières questions. Notamment, oui, j'en ai ici. Le leadership comme point fort dans certains pays ne devrait-il pas garantir l'existence des moyens? La réponse est oui. Sans leadership politique, ce n'est pas évident. Monsieur Ondolo, qu'en est-il de la création de l'Association des évaluateurs d'impact du Bénin? Ce sera fait avec votre appui et le Bureau d'évaluation des politiques publiques et de l'action gouvernementale certainement ne ménagera aucun effort pour accompagner la mise en place d'une telle association spécifiquement dédiée à l'évaluation d'impact. Il y a un participant qui nous remercie depuis Haïti. Merci pour cette présentation. Elle m'a permis de mieux comprendre les systèmes nationaux d'évaluation à travers les pays. Comment WASSI pourrait être supporté, même par coopération, le système national d'évaluation de Haïti? Il suffit de nous écrire par email à travers le site de 3IE, les info@3IEimpact.org. Nous allons trouver le mécanisme pour vous accompagner du moment où on intervient aussi en Amérique latine. Alors, on a 2 minutes. Vous avez évoqué que les évaluations des politiques ne sont pas très développées dans la zone de l'UEMOA. Mais est-ce que cela n'est pas lié au statut des agences en charge de l'évaluation qui ne sont pas indépendantes et donc ont peut-être une très faible marge de manœuvre pour apporter des éléments critiques à l'action de l'État? Et pour quelques évaluations de politique, les quelques évaluations de politique que nous avons, quelle est leur crédibilité étant donné mon précédent point? L'évaluation des politiques n'est pas chose aisée si les politiques, les décideurs politiques ne créent pas l'espace. Raison pour laquelle les systèmes nationaux d'évaluation ont besoin d'être mis en place pour que les politiques perçoivent la pertinence de la chose, mais également la législation, si elle peut accompagner, va aider à aller vers non seulement les évaluations des projets programmes, mais aussi les évaluations des politiques. Pour finir, nous avons le modèle de système national. Quel est le modèle de système national d'évaluation le plus efficace? Je ne connais pas encore la réponse, mais je sais qu'il doit avoir plusieurs modèles possibles. Dans l'espace de l'UEMOA, nous travaillons à converger les forces de chaque pays par rapport à son modèle afin de sortir le modèle UEMOA. On n'en est pas encore là, mais les efforts d'harmonisation en cours vont certainement nous aider à atteindre la destination. L'une des caractéristiques clés d'une évaluation est l'indépendance de la cellule de l'évaluation. Comment pensez-vous que les cellules d'évaluation puissent évaluer efficacement des politiques sans influence des décideurs? Je partage votre point de vue, mais je nuance. L'indépendance ne garantit toujours pas la qualité. Parce que parfois, si vous venez de l'extérieur et que vous pensez que votre perspective vous suffira pour comprendre et évaluer convenablement,
parfois la connaissance des systèmes vus de l'intérieur aide beaucoup à faire de bonnes évaluations. C'est pourquoi nous avons les évaluations de type interne et les évaluations de type externe qui se complètent. Donc, l'indépendance, j'allais plutôt dire l'autonomie. C'est-à-dire à l'intérieur des ministères que nous ayons des structures autonomes qui aident à la prise de décision. Et qu'en dehors de tout le dispositif, nous ayons des agences, une agence nationale par exemple, qui, sans influence des acteurs qui mettent en œuvre les projets, puissent également venir accompagner les évaluations. Et la synthèse des différents résultats permettra de prendre des décisions. Le tout dernier commentaire ou question que je vais prendre vient de Lao Abalo, qui demande si la rareté observée dans la mise en œuvre de ce type d'évaluation est due. Il voulait savoir à quoi est due la rareté de la situation des évaluations dans l'espace de l'UEMOA. C'est dû à plusieurs facteurs que nous avons couverts lors de la présentation. Et s'il fallait faire une synthèse, nous pouvons retenir que les ressources humaines doivent être renforcées, les politiques doivent être mieux averties et il nous faut dédier plus de ressources financières pour accompagner les évaluations dans notre espace UEMOA. C'est sur ces mots que je m'excuse de n'avoir pas couvert toutes les questions dans les moindres détails, mais sans aucun doute, les réponses partagées ici permettront même à ceux qui n'ont pas vu leurs questions spécifiques répondues, ils pourront se retrouver. Nous allons à présent mettre un terme à notre présentation et vous inviter à bien vouloir vous mettre en position de nous joindre pour notre deuxième webinaire qui va être animé par le Bureau d'évaluation des politiques publiques dans 15 minutes. C'est-à-dire, nous sommes à 15h15 au Bénin. À 15h30, ça démarre, soit 14h30 temps universel. Merci beaucoup pour vos différentes questions, pour votre participation active. Et je nous souhaite de reprendre avec le deuxième webinaire dans 15 minutes. Merci.